La semaine dernière, si vous vous rappelez, on avait parlé de la différence entre Yaakov et Esav. Vous vous rappelez de ça? Esav, il y a marqué qu'il est Tsaïd, qu'il est chasseur, ok, qu'il est Ish Sadeh. Et Yaakov, il est Ishtam Yoshev Ohalim. Ok, et on avait parlé de la différence entre ces deux visions du monde. Ok, donc pour résumer très rapide, Esav, il va mettre beaucoup le focus sur l'homme, d'accord? C'est-à-dire que chasser, c'est quoi? Chasser, c'est prendre le plus pour moi. Mais c'est-à-dire, donc ça va être Esav, son focus, ça va être l'homme, ça va être lui-même, ça va être, on va dire, égoïste. Alors que Yaakov, il est Ishtam Yoshev Ohalim, ça veut dire qu'il voit le monde d'abord comme un Ohel, puis dans notre paracha comme Baït, c'est-à-dire comme une maison. Et on avait dit, c'est quoi une maison? C'est quelque chose qui vient donner une cohérence, une harmonie à tout ce qui l'entoure. C'est-à-dire, donc en fait, est-ce que tu vois le monde comme je dois prendre le plus possible, ou est-ce que tu vois le monde comme je dois organiser un grand balagan pour que ce soit vivable pour tout le monde? Ok? Et si on résume, on pourrait dire comme ça que Esav c'est égoïste, ok? Je prends le plus possible, et Yaakov, peut-être c'est altruiste dans le sens où je pense pas qu'à moi, mais je pense aussi aux autres, je pense au monde, etc. Mais il y a plus profond que ça. Esav, ça va être une vision, ce qu'on va appeler en hébreu péroudite. Le mot péroud, vous l'avez en hébreu, le mot péroud, il est un peu dur. Péroud veut dire séparation. Esav, il a une vision du monde qui sépare les choses, dans le sens où il n'y a pas forcément une harmonie dans le monde. Ok, je suis là pour prendre le maximum possible pour moi, et il n'y a pas autre chose que ça. Alors que Yaakov, à l'inverse, il a une vision ardoutit. C'est-à-dire, ardoutit, vous l'avez. Ardout, c'est l'unité. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on dit solidarité parce que ça se ressemble, c'est-à-dire vu qu'on est un, alors on sait, on s'entraide, mais ça vient du mot echad qui veut dire un, d'accord? Donc une vision unitaire du monde, ça veut dire qu'en gros, même s'il y a un grand balagan, ça reste une seule et même maison, d'accord? Donc c'est en fait c'est important de le comprendre parce qu'on est les Béné Yaakov, enfin les Béné Israël, mais donc en fait on continue cette vision-là dans le monde, d'accord? La vision de Yaakov, la vision de l'unité, on est là pour ordonner cette grande maison. Besséder, cette semaine, Parashat Vayetze, on continue avec les aventures de Yaakov. Comment est-ce qu'elle commence la paracha? Exactement, éphémère. Yaakov va faire un rêve. Qu'est-ce qu'il y a dans ce rêve? Il a fait qui? Ouais, et vous n'avez pas dit un petit détail important, cette échelle, elle va de où à où? Exactement, c'est marqué comme ça. Regardez la source numéro 2. Donc, Vayetze Yaakov. Mi Be'er-Shava, Va'elech Harana. Il arrive à l'endroit, et le pasouk numéro 3 là, Vayachalom, Veine Sulam Mutzav Arza. Donc, il y a une échelle qui est posée sur la terre, Verosho, et la tête de l'échelle, Magia à Shamaïma. Elle arrive au ciel. Et ça veut dire qu'il y a un endroit qui va relier le ciel et la terre. C'est ça que Yaakov il voit dans ce rêve. Et là, il va dire deux choses. Regardez deux lignes en dessous. Vaïra, Vayomar, Ma Nora. Vous connaissez le mot Nora? Amida. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit dans l'Amida? On dit Ela Gadol, Agibor, Vea Nora. Gadol égale grand. C'est-à-dire, Gibor égale fort. Et alors Nora? Oui, alors les différentes traductions, toute traduction égale trahison, on le sait, okay? Mais les différentes trahisons, c'est terrible, redoutable. Donc tu sais, quand on dit c'est l'honora, c'est pas terrible, c'est pas redoutable, c'est pas grave du coup, tu vois. Mais le mot Nora veut dire quelque chose de qui te fait faire ça. Besséder. Et en fait, pour comprendre le mot Nora, il faut le voir dans son contexte comme il est écrit ici. C'est-à-dire qu'il y a d'abord Gadol. Gadol, on sait ce que c'est. Gadol, c'est hyper ancien. Quand tu es face à Akadosh Baruch Hu, la première chose que tu dis, c'est « Waouh, ça me dépasse complètement ». C'est Gadol, Akavana, infini, ça dépasse tout. Il faut s'imaginer que Béhémet, bien plus grand que tout ce que tu peux imaginer. C'est-à-dire, Gibor
Et ben en fait, c'est l'inverse. En fait, il y a un petit, à chaque fois, il y a un petit problème. C'est-à-dire que Gadol, quand tu es face à quelqu'un de très grand, qui te dépasse, alors c'est bien, parce que tu as un grand sentiment de kavod, etc. Mais ça peut être quoi le danger? Un danger par rapport à Hachem, ce serait de dire que s'il est tellement grand, qu'il me voit pas. Tellement grand, qu'au final, il s'occupe de choses grandes. Et donc, au final, tu vois, est-ce que Béhémet, c'est important, si j'ai fait la bracha avant de boire mon thé ou pas? Tu vois, il est tellement gadol. Donc, tu te dis, il n'est pas dans les détails. Mais Zana, je vais dans cette direction-là. Je dis, s'il s'en foutait des détails, eh ben, il n'aurait pas créé les détails. Le fait qu'il ait créé des détails, c'est-à-dire que c'est important pour lui. Et plus que ça. Alors là, tu dis, bon, ok, mais au niveau physique, est-ce qu'on s'en fout des détails? Alors, je vous donne un exemple énorme, exactement, l'effet papillon. Okay, c'est-à-dire, si je change un détail dans ton ADN, l'ADN, j'ai oublié, c'est composé de, il y a 4 trucs, ATC, voilà, exactement. Ok, t'enlèves un A, tu le remplaces par un T. Ouais, hop, attention, voilà. T'enlèves un A, tu le remplaces par un T. Un détail, on s'en fout, tu vois. Eh ben non, c'est hyper important, c'est ça. Hein? Tu deviens mutant, exactement. Eh ben, habituons-nous à ce que ce qui est vrai dans le monde physique est vrai dans le monde spirituel. C'est-à-dire que si tu as mis les tefilines, je les ai pas mis là, je les ai mis là. Ça va. Et qui c'est qui a dit ça d'ailleurs? C'est les chrétiens. Les chrétiens, en annulant les mitzvot, ils ont dit en fait, ce qui est important, c'est quoi? C'est l'intention, c'est le cœur. C'est pas, t'es lourd, genre les juifs, t'es lourd avec tes machins. Et c'est une critique qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui, dans le monde non juif et dans le monde juif. C'est-à-dire que il y a une critique que le monde religieux, c'est un monde de, tu vois, scrupuleux sur des détails que tu te dis, nous, Béhémet, quoi. Ça veut dire, si ta souka, elle est un peu trop, ça, au final, il faut avoir une souka pour montrer qu'on a confiance en Dieu. Donc, ce qui est important, c'est ce que tu ressens, c'est pas les détails. Et zélo nachon, ça veut dire que, de la même manière que tu es sérieux au niveau physique, alors si tu crois Béhémet, alors tu dois aussi être, il y a aussi des règles au niveau spirituel. Le même Dieu qui a créé des détails au niveau physique et que une table qui a seulement 2 pieds, bah elle tient pas, il faut qu'elle en ait 4. Et ben hein, c'est pareil pour les tefilines, si elles ont seulement que 3 compartiments et pas 4, c'est autodavar. Mais c'est dire, ok, alors là les détails t'arrives un peu plus à les comprendre, là-bas un peu moins. Et encore, si tu rentres dans le sens des mitzvot, etc., alors tu comprendras un peu plus. Mais en tout cas, c'est ça le principe. Ça veut dire que le fait de dire le créateur du monde, il s'en fiche des détails, c'est pas comprendre en fait qu'est-ce que le créateur du monde il veut de nous, et c'est pas comprendre la deuxième partie qui est Gibor. Gibor, c'est quoi? C'est la force, c'est vrai. Je vous donne la définition du Rav Kook. C'est faire rentrer de l'infini dans du fini. Je m'explique. C'est-à-dire que avoir des grandes idées, tu vois, des grands concepts abstraits, et que tu les fasses rentrer dans une vérité, dans un quotidien. Quand est-ce que nous on est Gibor? Nahon dit la Mishnah, Ezeu Gibor à Kovesh et Titzro, celui qui conquiert son Yetzer. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, je te dis n'importe quoi, tu t'es fixé un objectif, ok, de finir tel livre avant la fin de la semaine. Ok, pour l'instant c'est juste un objectif, tu vois, c'est quelque chose de gadol, très bien. Mais maintenant tu vas essayer de couper ça en plein de micro objectifs beaucoup plus petits, de faire rentrer cette chose abstraite dans une réalité limitée, et c'est ça la gvura. C'est-à-dire, en fait, le monde des mitzvot, c'est le monde de la gvura. Le monde des détails, c'est le monde de la gvura. Donc, à Kadosh Baruch Hu, ici, on dit waouh, gadol, genre waouh, les concepts, les idées, les waouh. Et Gibor, c'est beaucoup plus waouh, infiniment grand, infiniment petit. Ken, vous avez compris ce que c'est gadol, vous avez compris ce que c'est Gibor, et d'après vous, c'est quoi Nora? Il a fait Méod, c'est le mélange des deux. Ça veut dire que on a beaucoup de mal, nous, à être à la fois dans, entre guillemets, l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. C'est-à-dire, c'est dur à concevoir pour nous. Et donc, mais Akadosh Baruch Hu, il est ça. Ça va pas. Et donc, en fait, quand on se rend compte de ça,
ça nous procure un sentiment de Nora. Genre, Nora, Kavana, waouh. Genre, ça. Mais c'est là. Donc, il est à la fois, il est Gadol, il est Gibor, et il est les deux. Mais c'est là. Lorsque Yaakov arrive à cet endroit et qu'il voit l'échelle qui est posée sur le sol et qui arrive jusqu'au ciel, c'est ce mot-là qu'il va employer. Il va dire Manora Amakom Azé. C'est-à-dire que c'est un endroit qui comprend deux entités contraires. Mais c'est-à-dire à la fois le ciel, vous, c'était bien mimé le ciel, et à la fois la terre. C'est-à-dire l'infini. Ah, le ciel, c'est comment on dit ciel en hébreu? C'est quoi Shamaim? C'est le pluriel de Sham. C'est quoi Sham? Et donc Shamaim, c'est là-bas, 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 là-bas. C'est-à-dire Shamaim. Ok? Ça veut dire c'est le Sham au carré. C'est ça le ciel. Ça va pas? Donc et c'est quoi la terre? La terre, c'est ici. C'est là. Alors, je la vois, je la connais, il y a des détails, etc. Et donc, tu as une échelle, waouh. Il y a un endroit qui est capable de lier le ciel et la terre, c'est un endroit qui est Nora. Et regardez les mots ensuite, comment il appelle cet endroit. Donc, Manora Makomazé, Enze Kiim, et là il donne deux appellations. Beit Elohim et Sha'ar à Shamaim. Beit Elohim, ça veut dire la maison de Dieu, mais on parle d'une maison. Quelque chose qui est, entre guillemets, Olamazé, ouais. Alors que Sha'ar à Shamaim, c'est la porte des cieux. C'est quelque chose qui est qui nous emmène vers le haut, d'accord? Donc cet endroit-là, en tout cas la vision que Yaakov il a, c'est que il y a un endroit, il y a une possibilité de dévoiler cette Sha'ar à Shamaim, cette porte des cieux, la porte des idéaux, on va dire, dans une maison sur terre. C'est ça qu'il voit. Et donc cet endroit-là, vous savez, c'est quoi cet endroit-là? C'est Nachon, c'est Harabait, okay? C'est le Beth Amikdash, c'est-à-dire le mont du temple, comme on dit. Et c'est donc, d'ailleurs, dans cette même paracha, il va se marier avec deux femmes, Yaakov. Ken, Rachel et Léa. Il a fait. Alors même si en effet, c'était pas vraiment voulu. Ken, lui, il voulait seulement Rachel. Et je vais pas forcément rentrer maintenant pourquoi il voulait seulement Rachel, mais Bassof, Am Israël, a été créé à partir de Rachel et Léa. Et Rachel et Léa, elles se ressemblent pas. C'est-à-dire dans la description de qui est Rachel et qui est Léa, Rachel, elle est, vous vous rappelez? Yafat Toar, Yafat Maré, ok, donc elle est belle. Et Léa, elle a des yeux qui pleurent. Ouais, les yeux qui pleurent. Az, ça veut dire quoi ce truc? C'est qu'en fait, Rachel, elle est bien confortable dans ce Olamazé. Belle à Kavana, harmonieux. On s'en sort. On s'en sort ici. Ken, le fils de Rachel, c'est Yosef. Yosef Hatzadik. Où tu le mets dans ce Olamazé, il devient le Probs. Okay, tu le mets en prison, chef de prison, tu le mets en Égypte, chef d'Égypte. Il est top, tu vois. Il s'en sort bien ici. Ça a l'air, d'ailleurs, parenthèse, entre guillemets, il ressemble à Esav. Entre guillemets. Mais en fait, c'est un Esav version tzaddik. Ça, Yosef. Il y a un pasouk qui dit ça. Qui dit qu'en gros, enfin, que même il se ressemblait physiquement, etc., etc. C'est-à-dire que si Esav avait fait tchouva, ça aurait été un Yosef, tu vois. Ça veut dire, en gros, la capacité de gérer ce monde-ci tout en restant lié à des valeurs. Mais c'est là, Esav, c'était juste gérer ce monde-ci, sans être lié à des valeurs. Et Léa, pourquoi elle a les yeux qui pleurent? Parce que il y a Féméod, ça veut dire qu'elle regarde le ciel, elle est liée aux cieux en fait. C'est-à-dire, donc en fait, tu as cette tension-là, entre guillemets, entre Rachel qui veut construire ce monde et Léa qui est plus en mode le vrai monde, c'est le monde, c'est Sha'ar HaShamayim. C'est-à-dire, et Kamouvan, que le but de Am Israël, c'est de faire une sorte d'équilibre entre les deux. Ken. C'est quoi cet équilibre entre les deux? Regardez la source numéro 3 dans Pirkei Avot. Rabbi Yaakov Omer, Haolam hazé domé les prosdor, bifne haolam haba. Donc ce monde-ci, il ressemble à un couloir par rapport au monde futur. Atken atzmecha ba prosdor,
prépare-toi dans ce couloir, Kede chez Tikanes la Drakin, pour que tu rentres dans le salon. Mais ça a l'air donc hyper important. Donc ce monde-ci, c'est un couloir, et le monde futur, c'est un salon. Maintenant, le couloir et le salon font partie de la même maison, BCNR. Et donc le but, dit, je crois, le Rav Zvi Yehuda, c'est que la lumière du salon rentre le plus possible dans le couloir. BCNR, c'est-à-dire que les deux mondes, et c'est vadaï que Léa, elle n'est pas en mode ce monde-ci ne sert à rien. BCNR. Et Rachel, elle n'est pas en mode ça va, le monde des idées, le monde de Shamaïm, on s'en fiche, ça ce serait Esav. Vadaï que non. Mais à Sheila, sur quoi est-ce que tu mets l'accent? C'est-à-dire, est-ce que il y a plusieurs styles de tzadikim. Il y a Bémet, plusieurs styles. Il y a Yosef Hatzadik, que lui, il va arranger le monde, mais de la bonne manière. Tu vois, genre par exemple, les gens qui ont créé le Machonora. Genre, waouh, c'est beaucoup de s'occuper de ce Olamazé. C'est trouver des fonds, trouver un lieu, trouver comment manger, trouver comment on paye ici, trouver une organisation, des tables, des chaises, genre, ok, faut s'occuper faut être concret, quand même. C'est pas seulement des mecs qui ont des idées qui peuvent créer des choses comme ça. Il y a du concret, ok. Donc c'est un style de tzaddik. Et t'as un autre style de tzaddik que Béhémet, il est beaucoup plus occupé au monde intérieur. C'est-à-dire à son monde intérieur, à développer loin. Il bouge pas forcément de la yeshiva, il est comme il faut un équilibre entre les deux. Dans les 12 tribus, par exemple, on a la tribu de Lévi, la tribu de Lévi. Les Lévim et les Kohanim, ils ont pas le droit d'avoir un héritage de terre en Eretz Israël. Ça veut dire quoi ça? Bah une terre, c'est pour travailler la terre. Ok, donc c'est pour récolter, faire de l'agriculture, gagner sa vie, etc. Et eux, entre guillemets, ils n'ont pas le droit. C'est-à-dire quoi qu'ils n'ont pas le droit? Ça veut dire que ils doivent être occupés à ce qui est l'imut Torah, spirituel, etc. Mais heureusement qu'on a des autres tribus qui font le reste. Vous connaissez Issachar et Zevulun. Il y a un accord même entre Issachar et Zevulun. Ken, toi tu bosses, moi je suis à Torah, et après on fait moite-moite. Donc il y a cette volonté. Donc la première vision de Yaakov, c'est cette échelle-là. Ok, donc c'est ça qu'il faut créer. Et du coup, en fait, ça va se traduire ensuite par Rachel et Léa par la suite. Besséner. Et qu'est-ce qu'il fait juste après s'être réveillé? Regardez donc le pasouk, l'avant-dernier pasouk dans la source 2. Vayashkem Yaakov Aboker, donc il s'est levé le matin. Vaikach et Haeven asher sam merashotav. Vayasem otam atzeva. Vayitzok shemen al rocha. Il a pris la pierre sur laquelle il a dormi. Et il va faire quoi dessus? Verser de l'huile, oindre, exactement. Pourquoi on verse de l'huile? Traduction littérale du mot kadosh. Ça, c'est une traduction... Et surtout que ça nous fait toutes sortes de connotations chrétiennes. Tu vois, alors saint, tu t'imagines des trucs bizarres. Kadosh, ça veut dire séparé. Nivdal, séparé. Maintenant, séparé à Kavana, séparé vers le haut. Dans le sens au-dessus d'eux. C'est-à-dire, ça veut dire que, si tu veux, séparer du Olam Hazé, séparer du monde matériel. Ok? C'est la définition de Kadosh. Et pourquoi est-ce qu'on met de l'huile quand on veut montrer que quelque chose est au-dessus? Par exemple, le Melech HaMashiach, c'est-à-dire quoi Mashiach? Quelqu'un qui est oint. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on lui met de l'huile sur la tête, le Melech HaMashiach, à lui, à tous les rois, aux Kohanim et aux ustensiles du Beth Amikdash. Ok, on leur met Yaféméon. Ça veut dire que l'huile, il y a plusieurs Hashemen, ça veut dire quoi Hashemen? L'huile, c'est les mêmes lettres que le mot Neshama. Exactement. Et le mot Shemen, si je prends le He, mais là, hop, ça nous fait Shmoné. Shmoné, 8. 8, ça représente ce qui est au-dessus du 7, donc de la nature. Et en effet, ceci est un verre d'eau, ceci est exactement. C'est-à-dire, donc c'est au-dessus. Et donc en fait, il se réveille, il prend la pierre. C'est quoi la pierre? La pierre, c'est ce Olam Hazé dans sa version la plus solide, rigide. Tu vois, c'est le plus Olam Hazé possible. C'est la pierre. C'est-à-dire que dans le monde du Olam Hazé, c'est quoi la matière qui construit le plus? Ok, c'est la pierre. Et il prend cette pierre
et il met de l'huile sur la tête de la pierre, ce qui ne veut rien dire. Une pierre n'a pas de tête, ok? Mais c'est quoi tête? Roche, Ken? Ça peut être le haut et ça peut aussi être le début. C'est-à-dire Rosh Hashanah, le début de l'année. Et donc, il met de l'huile sur le début, la tête de la pierre, pour dire que toute la réalité matérielle, son début, sa tête, c'est Shemen, Akavana, Shmoné, Akavana, le monde spirituel. Donc ça veut dire que à son réveil, il prend donc cette pierre, donc c'est-à-dire le monde matériel et le monde spirituel liés ensemble sur le monde du temple. Mais c'est-à-dire, si notre rôle, c'est de trouver donc l'équilibre entre monde matériel, monde spirituel. C'est intéressant de voir que le monde occidental, c'est-à-dire donc ce qui est à l'Occident, à gauche, donc Europe, États-Unis, etc. Ils ont mis un gros accent sur le monde, sur le Olam Hazé. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup développer ce monde-ci. C'est ceux qui vont inventer les plus grosses inventions, qui, je sais pas moi, ils vont inventer des fusées pour partir sur la Lune, la locomotive, etc., etc. Ils sont dans un mode, on va développer ce monde-ci. Mais c'est-à-dire, si tu vas à droite, donc l'inverse de l'Occident, c'est l'Orient, voire même l'Extrême-Orient. C'est des mecs, ils méditent, tu vois. Genre, ça les intéresse pas beaucoup de transformer ce Olam Hazé. Ok, c'est un truc de fou, mais les Chinois, par exemple, ils avaient de la poudre à canon 2000 ans avant les Occidentaux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette poudre à canon? Des feux d'artifice, voilà. Les autres, ils ont découvert le canon, directement, bam, ils ont inventé des armes, des machins, des trucs pour conquérir des territoires, pour faire avancer les choses. Donc en fait, on a deux oppositions entre le monde occidental d'un côté, le monde oriental de l'autre. Un qui va mettre l'accent sur le Olam Hazé, l'autre qui va mettre l'accent sur, on va dire, je sais pas si on peut l'appeler Olam Haba, mais en tout cas, le monde moins concret, c'est-à-dire. Et quand tu regardes la carte, eh ben Israël, c'est au milieu. Ok? Ça veut dire que on a comme volonté de créer une sorte de pont, d'équilibre en fait entre ceux-là, et ça se voit même dans les jours de la semaine et le Shabbat. Okay? Les jours de la semaine, on doit faire avancer le monde. Que tu le fasses avancer au niveau technique, ou que tu le fasses avancer au niveau spirituel, en étudiant la Torah, en comprenant de nouvelles choses, etc. Mais en tout cas, hein, pendant 6 jours de la semaine, on doit faire avancer le monde. C'est ça qu'on doit faire. Et le Shabbat, qu'est-ce que tu fais? Le Shabbat, tu t'arrêtes pour être occupé Shabbat avec le monde spirituel, être dans le monde qui dépasse ce monde-ci, et ne pas être occupé et dérangé par tous les manques de ce monde-ci. C'est-à-dire, donc en fait, cette alliance-là entre Orient, Occident, Olam Hazé, Olam Haba, etc., c'est ça que nous, on essaye de faire en tant qu'Am Israël. Il y a, dans la paracha, un deuxième aspect de Yaakov, c'est lorsqu'il va vivre chez Lavan. Et donc, on commence le deuxième sujet. Yaakov, selon notre tradition, on lui attribue l'attribut de, vous savez, il y a un passouk comme ça qui dit Titen Emet le Yaakov. C'est-à-dire, ça veut dire que Yaakov est l'attribut de vérité par excellence. C'est-à-dire, alors que le terme Yaakov veut dire tortueux. Et c'est bizarre, parce que Yaakov, c'est celui qui a, entre guillemets, menti à son papa, Ken, il s'est déguisé en Esav, Ken, et c'est celui qui sait s'en sortir chez Lavan, qui est le plus grand des Ramaï. Comment on dit Ramaï? Des arnaqueurs, exactement. C'est un arnaqueur. Et donc, hein,
Non, Lavan. Mais il sait s'en sortir chez Lavan. Tu vois ce que je veux dire? Il sait arnaquer un arnaqueur. Et donc, c'est assez fou de dire que Dafka, c'est lui l'attribut du Hémet. On aurait dit que le Hémet, c'est, je sais pas, tu vois, la simplicité, la vérité. Truc. Non, Yaakov, c'est celui qui a la vie la plus compliquée. Mamage, toute sa vie, elle n'est que complication. Et pourquoi est-ce que Dafka, c'est lui qu'on appelle l'attribut de Hémet? Askara, il y a un truc important à savoir sur la vérité. La vérité, elle commence au début, elle arrive au milieu et elle finit à la fin. Okay? Première lettre, lettre du milieu de l'alphabet et dernière lettre de l'alphabet. C'est-à-dire que la vérité, elle a comme objectif d'englober, mais c'est l'air, d'englober tout. Et très important, ça prend du temps en fait d'englober tout. C'est-à-dire ne crois pas que arriver à la vérité, c'est facile et c'est rapide. Ok? Ça, c'est quoi? Quand c'est facile et que c'est rapide, c'est que tu es a priori plus dans le monde du sheker, parce que les lettres du mot sheker, pour le coup, sont collées dans l'alphabet. Kouf, Resh, Shin. C'est pas complètement dans l'ordre, mais elles sont toutes proches. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que pour créer un mensonge, c'est facile et c'est rapide. Pour arriver à la vérité, voilà. Faut se lever tôt, faut passer par tout le truc et arriver jusqu'au bout. Mais ça n'a rien. Donc, c'est caché. Regardez la source numéro 7. La source numéro 7, c'est un midrash qui dit comme ça que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a voulu créer le monde, alors il a pris conseil avec toutes sortes de valeurs. Okay, c'est un midrash. Par exemple, il a demandé au Chesed, est-ce que tu penses qu'on peut créer le monde? Il a demandé au Emet, etc. Alors il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, etc. Au final, Akadosh Baruch Hu, regardez, c'est en gras, en bas. Au final, il décide de créer le monde, mais d'une certaine manière, il dit comme ça, Emet, mais Eretz, Titzmar. C'est un passouk dans Teilim qui veut dire Emet, la vérité, mais Eretz, de la terre, Titzmar, elle va pousser. Ça veut dire que la vérité, c'est quelque chose c'est un processus. C'est dans ce monde-ci. C'est-à-dire que dans ce monde-ci, la vérité, pour y arriver, ça peut être tortueux. C'est-à-dire, ça peut être, il va falloir, si par exemple, il y a quelqu'un qui veut te prendre quelque chose qui est à toi, alors il va falloir, pour la vérité, au nom de la vérité, il va falloir faire toutes sortes de détours, etc. Est-ce qu'on a le droit de mentir dans la Torah? Pour le shalom. Ben, pourquoi? Parce que le shalom, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que tu as le droit de mentir, c'est que pour une vérité plus grande, alors tu as le droit de torturer. Mais c'est quoi l'exemple? C'est Aaron à Cohen Ken, et quand il y a deux mecs qui s'embrouillaient, alors Aaron, qu'est-ce qu'il dit? Il allait voir l'un, il disait, tu sais, l'autre, il veut grave faire la paix avec toi, mais il a hyper honte. C'était vrai? C'était faux? Mais est-ce que c'était vrai? Oui. C'est-à-dire que c'était pas vrai dans le sens où il lui a pas dit ça, etc. Mais est-ce que Bémet, c'est ce qu'il voudrait? Est-ce que c'est une vérité un peu plus intérieure? C'est-à-dire, donc en fait, c'est pas un mensonge. C'est un mensonge. D'accord? C'est pas pareil. C'est un petit, tu chantes, d'ailleurs, ça s'appelle pas mentir. Ça s'appelle l'échanote. Ça veut dire changer. Ça veut dire que tu changes quelque chose qui dérange pour arriver à quelque chose de beaucoup plus vrai. C'est-à-dire, vu que le shalom, c'est vrai, donc en fait, la vérité, elle est en processus. Et parfois, tu as le droit, pour une vérité qui est présente, mais qui est présente encore en mode potentiel et pas en mode réel, d'arrondir les angles pour la laisser s'exprimer. Parce que Béhémet, regarde ce qui se passe, c'est fou. Mais ces deux personnes qui sont embrouillées là, Bassof, ils s'embrassent et tout, tu vois. Donc ça veut dire qu'il n'a pas vraiment menti. Il a juste amené une vérité avant l'heure. Et ce qui est fou, c'est que justement Yaakov, qui est la vérité, il s'appelle tortueux, et Lavan, qui est shaker, lui il s'appelle Lavan. Tu vois, genre moi je suis tout blanc, tu vois. Moi je suis tout. C'est-à-dire que c'est ce qui est un peu trop clair et un peu trop facile et rapide. C'est pas la vérité dans ce Olam Hazé.
En malasot. C'est-à-dire, c'est un peu la différence entre, je sais pas moi, les sites d'information, tu vois, genre, ils t'amènent la vérité, Ken. Voilà, ça, c'est ce qui s'est passé, Mais c'est trop facile, c'est trop rapide. C'est pas ça la vérité. La vérité, elle demande du temps de réflexion, d'analyse, tu vois, genre, je te dis n'importe quoi. Tu prends une photo. Tu prends une photo du Rav Bigon en train de manger. Tu dis voilà ce qui fait le Rav Bigon de ces journées. Tu as une photo, Ah, c'est la vérité, c'est ça. Tu vois, non, c'est genre, bien, on prend plusieurs données, on prend du recul, on réfléchit, on analyse. Donc du coup, on prend du temps, Ken, et là, on peut peut-être arriver à quelque chose de plus vrai. Et ça nous explique un épisode dans la paracha qui est hyper bizarre. Chaque fois, j'arrive pas à le comprendre jusqu'à ce que je tombe sur ce commentaire du Rav Kashtiel que j'adore. Un épisode très bizarre, je sais même pas si vous en rappelez parce que c'est un peu un détail. Yaakov, il est chez Lavan, c'est-à-dire, et à un moment, après, d'abord, il travaille 7 ans pour Rachel, puis 7 ans pour Léa, puis 6 ans pour lui, où il va se devenir très riche. C'est-à-dire, et donc, au début, il y a une séparation entre Lavan et Yaakov en mode, ok, toi tu prends tel et tel troupeau et tu les développes, et moi je prends les autres. C'est-à-dire, et il va faire un truc très bizarre, Yaakov, pour développer son troupeau. Ça vous dit quelque chose ou pas? Mais à ce moment-là, quand il veut commencer à construire sa propre maison, il fait un truc très bizarre. Il prend une branche d'arbre, j'ai oublié comment c'est marqué, peut-être c'est marqué ici. Ouais, regardez, la source numéro 6. Vaikar lo Yaakov, Makal livne, Lach velouz veharmon. J'arrive pas à traduire, mais une branche d'un arbre qui s'appelle livné, louz et harmon, c'est des trucs qui sont marrons. Mais c'est l'air. Vayefatzel baem, et il va commencer à les ouvrir, à faire des petites mèches. Et à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Il y a Petzalot Levanot, Marsof est à la vanne. Petit à petit, on commence à, les Arsof, ça veut dire dévoiler le blanc qu'il y a à l'intérieur. Asher à la Maklot, qui était dans les branches qui étaient à la base marron. Et il va mettre ça devant les moutons, et les moutons vont beaucoup plus se développer. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant dans ce truc-là? Donc, ça apparaît hyper bizarre, voire même un petit peu de la magie comme ça. C'est trop bizarre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a marqué ici, il y a un remez, il y a marqué Marsof à la vanne. Ça veut dire qu'il dévoile le blanc. Et donc, en fait, tu as deux styles de blanc. Tu as Lavan qui se présente comme blanc. Il est directement Lavan. Bah, moi, je suis Lavan, tout va bien, je suis tout blanc, tout clair, tout beau, tout propre. Et il y a le Lavan qu'il faut aller chercher à l'intérieur des branches qui étaient marrons et que c'est compliqué, etc. Et c'est ce Lavan-là qui va apporter la bracha. Ce Lavan-là, c'est le Lavan du Emet, Ken. C'est le Lavan qui est difficile à accéder, le Lavan sur lequel il faut passer par toutes les étapes. C'est le Lavan de Yaakov. Et lorsque Yaakov, il sait faire ce travail-là, c'est-à-dire tout en étant Yaakov, en étant tortueux, mais en arrivant à vivre chez Lavan qui est Chikri et à dévoiler le vrai Lavan, alors sauf, donc au début de la paracha prochaine, eh bien, il a le nom de Israël, Ken, qui est donc Yachar, l'inverse de Yaakov. C'est l'inverse de Yaakov. Yaakov, c'est tortueux. Israël, c'est Yachar, elle. Mais on voit que ça a pris du temps. C'est passé par l'histoire avec Esav, les deux histoires avec Esav, Ken, celui de la vente, de la Bechora, celui de la Bracha, 20 ans chez Lavan, etc., etc. Mais c'est-à-dire Aval, Bassof, ou Nikra, Israël, mais ça a été un processus. Donc si on essaye de résumer juste ce qu'on a dit, on a vu 2 trucs sur Yaakov, okay, peut-être 3 trucs avec celui de la paracha la semaine dernière. C'est petit 1, que sa vision du monde, c'est une maison à ordonner, c'est-à-dire
Donc il est Yoshev Ohalim, il veut mettre de l'ordre dans ce monde-ci, parce qu'il a une émouna que ce monde-ci, il est oui unitaire, mais il faut mettre de l'ordre partout, c'est-à-dire. Deuxième chose, c'est pas seulement mettre de l'ordre dans ce monde-ci en mode horizontal, mais aussi entre guillemets vertical avec cette échelle qui veut trouver l'équilibre entre Olam Hazé et Olam Haba. Et troisième chose, de dévoiler les valeurs du Olam Haba dans ce Olam Hazé, c'est-à-dire de dévoiler le Emet, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est un processus et qui peut passer par des complications pour finalement arriver à quelque chose qui est droit. Besséder?